Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. En fait, l'humanité a un sens, selon moi, et d'après mon analyse, l'humanité a un sens, une orientation, une destinée en somme, et donc nous avons du sens à travers ce que nous construisons sans le savoir. Pour l'instant, on construit encore en ignorant le but que l'humanité poursuit, mais ce but va se révéler. Voilà, c'est le moment à mon sens, de la révélation, de la prise de conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente. Et donc, si l'humanité a un sens, c'est parce que nous y travaillons, nous construisons. Chaque être humain qui est né sur cette planète, au sein de l'espèce que nous représentons, c'est-à-dire l'humanité, depuis qu'elle s'est constituée jusqu'à aujourd'hui, chaque être humain qui est apparu sur cette terre a travaillé, a donné l'entièreté de son existence à cette œuvre grandiose. Et donc, il est temps de prendre conscience que nous avons du sens, que nous ne venons pas, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas rien, ce n'est pas pour rien que nous arrivons à la vie et que nous travaillons, que nous agissons, que nous, par le bien, par le mal, parce que les deux construisent l'humanité vers le bien, vers la perfection. C'est le bien qui est visé, évidemment. Mais voilà, nos mauvaises actions conduisent au bien parce que elles servent aussi de contre-exemple, etc. Elles permettent aussi de développer les interdits, le droit, les lois, etc. Donc, tout est, tout est utile, en somme. Il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas à part entière, à 100%, un acteur de cette créativité. Voilà. Et donc, il est important de prendre conscience que chaque être humain a de l'importance, et à égalité, parce que le chef de l'État, comme le mendiant qui est au coin de la rue de l'Élysée, ils donnent exactement la même chose à l'évolution de l'humanité, l'entièreté de leur existence. Toute leur existence est donnée à cette évolution. Voilà. Et même ceux que malheureusement le narcissisme du libéralisme essaye de nous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de valeur, il y a des gens qui sont rien, il y a des gens qui seraient tout. C'est totalement faux pour la construction de l'humanité. C'est juste une construction mentale qui permet de distinguer les choses les unes avec les autres. Mais en réalité, le chef de l'État, il donne pas plus que le mendiant qui est au coin de la rue. Pas plus du tout. Il donne chaque heure de son existence à cette œuvre. Voilà, c'est tout. Et ça sera important d'en prendre progressivement conscience pour pouvoir donner de l'amour à chaque être humain qui arrive sur cette planète et ne pas croire qu'il y a des gens qui sont sans intérêt, qu'on peut utiliser corvéable, mettre en esclavage, tuer comme ça sans que personne ne dise rien. Tout ça, c'est quelque chose que l'humanité va abolir. Chaque être humain sera d'une importance fondamentale pour l'humanité quand elle aura pris conscience de ce dont je parle. Voilà, et c'est une réflexion rationnelle. C'est pas un boulot du luberlu, comme on dit. Voilà, même si je l'exprime très mal parce que je suis un caractère autiste et donc j'ai du mal à coordonner mes pensées. J'ai pas fait d'études, donc j'ai pas la diction, la capacité, et j'ai eu un parcours d'alcoolisme assez prononcé qui fait que mes neurones ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être si j'avais pas utilisé ce produit pour gérer mon autisme et donc ma difficulté à vivre dans le monde de façon classique.
Voilà, alors là, pour l'instant, je fais un travail sur Platon, La République, c'est le dernier épisode, le 8 sur 8. Peut-on choisir sa vie après sa mort? Et c'est l'intervenante, c'est Anne Merker, professeure de philo à Strasbourg, et c'est dans l'émission Les Chemins de la philosophie. Donc je lance, je découvre en même temps, et puis je fais des digressions pour pouvoir préciser ma théorie. Allons-y. Que se passe-t-il? J'essaie de savoir quelle relation platée. Eh bien ça ne se fabrique pas, si je puis dire. Esther, qui n'est pas capable de prendre son plaisir, mais c'est pas du tout la question. Il a un objectif. Là, il veut fabriquer des dirigeants Platon, et des guerriers. Des guerriers qui vont protéger la cité. Eh bien ça... Dans cette émission consacrée à la République, Platon, voilà, les dirigeants et les guerriers, en somme ceux qui sont chargés de protéger la société, et le peuple qui est chargé de construire les choses, de travailler, de faire voilà, de permettre aux gens de manger, de permettre aux gens de se vêtir, de s'habiller, de se loger, etc. Donc l'importance du peuple monumentale. Platon pense que pour que la société soit en bon état, soit en bonne santé, il faut que ces trois corps, les dirigeants, le groupe alors c'est pas les guerriers, c'est un autre terme, bon voilà, et puis le peuple, soit en fraternité, se comprennent, se respectent, que les dirigeants aient le sens du bien commun, qu'ils soient, d'ailleurs ils sont pas payés, c'est une mission, c'est une vocation, voilà, c'est une mission, c'est leur qualité les entraîne là, et ils dirigent pour le peuple, mais sans être payés. Donc c'est pas un métier, c'est pas pour s'enrichir, c'est pas pour enrichir les amis ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour faire la cohésion entre ces trois corps qui constituent la cité. À l'époque de Platon, c'était la cité qui était visée parce qu'il avait que ça comme horizon, plus ou moins. Il pouvait pas imaginer le village planétaire comme nous aujourd'hui, nous pouvons concevoir cette idée d'universalité, de pouvoir travailler, voilà, c'est la même chose. La quête de la mécanique universelle, c'est l'unification de l'humanité, de tous les corps, de toutes les nations. On a déjà construit les structures, l'ONU, etc., pour fonctionner universellement. L'accord entre toutes les spiritualités, toutes les religions, toutes les communautés, toutes les couleurs, etc. Tous les continents. Voilà, faire en sorte que un système harmonieux, un système bienveillant, un système de fraternité arrive. Quoi qu'il arrive, il arrivera. C'est ce que nous construisons. Nous construisons cela. Et simplement, la mécanique universelle, mon site, cherche à éclairer cette orientation, cette destinée. Voilà. Et pour Platon, il cherche en fait à faire que l'ensemble de ce corps de la cité soit en bonne santé. Ça ne se fabrique pas, si je puis dire, n'importe comment. Alors, je vous propose qu'on avance dans la lecture de ce livre 10. Vous avez bien resitué les choses. La question qui se pose est celle de savoir quelle relation Platon entretient-il avec Homère. On a bien compris que les poètes, pour lui, pouvaient représenter un danger dans l'éducation des enfants. Vous allez peut-être nous repréciser en quel sens. Mais surtout, Platon a des comptes à régler, vous l'avez dit, mais alors il a vraiment un compte à régler avec Homère. Écoutons quelques lignes de l'Odyssée, et puis ce que Platon reproche à Homère. Bon, alors, Platon reproche à Homère. Puis-je dire 2 mots à ton aide, sage Alkinos? Il est à toi autant qu'à moi, tu es mon hôte. Démodocos, j'ignore si c'est la muse, fille de Zeus,
ou Apollon lui-même qui t'inspire. Mais tu chantes si bien le sort des Achéens, leurs exploits, leurs malheurs, avec des traits si justes qu'on pourrait croire que toi-même y étais. Chante-nous donc l'histoire de ce cheval de bois construit par Épéios et conte-nous comment l'illustre Ulysse, ayant empli ce piège de guerrier résolu, le fit entrer dans l'acropole et par ce stratagème permit aux Achéens d'en finir avec toi. Si tu me contes l'aventure avec force détails qui soient tous véridiques, j'irai partout clamant qu'un dieu dicte ton chant. Voilà, alors, ça me paraît tout à fait logique que Platon se conteste l'Iliade et l'Odyssée comme moyen d'éduquer la jeunesse. Tout simplement parce que le monde avait changé. Là, on est en 500, 400 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, il y avait un foyer, la spiritualité était en train de changer. On n'était plus dans le polythéisme et la façon dont on voyait la société, les dieux, ces dieux qui étaient pervers, violents, cruels, rusés, qui étaient et dont les héros étaient aussi bagarreurs, aussi violeurs, aussi abuseurs, aussi abusants, enfin voilà, qui avaient toutes ces tares que les êtres humains peuvent avoir. Donc ça n'était pas des dieux qui amenaient quelque chose de vraiment transcendant. Et à l'époque, il y avait déjà le judaïsme qui était là, donc c'est les idées d'un Dieu plein d'amour, d'un Dieu qui était d'une autre manière, d'une autre façon de penser. Il y avait le bouddhisme qui avait été imaginé. Donc on était en train de changer de forme de Dieu, de forme de divin. Et les Romains ont continué à garder ce mécanisme des dieux, des Grecs, etc. Et en fait, ils ont été renversés par un Dieu plein d'amour, par le christianisme. Ils n'ont pas été renversés par des dieux encore plus violents. En fait, c'est l'amour qui a renversé la perversion. Et c'est clair que Platon avait raison. Il y a pas, il manque de la morale, il manquait quelque chose dans cette éducation que pouvait amener l'Iliade, l'Odyssée et tous les héros qui constellent ces livres, qui sont intéressants, hein, bien sûr, mais moralement, humainement, éthiquement, ils étaient dépassés, à mon sens. Glaucon, quand il t'arrivera de tomber sur des admirateurs d'Homère, eux qui affirment que ce grand poète a éduqué la Grèce et qu'il mérite qu'on entreprenne de connaître son œuvre pour apprendre à administrer et à éduquer dans le domaine des affaires humaines, et qui recommandent qu'on mène sa vie en conformant la totalité de notre existence à l'enseignement de ce grand poète, il faudra les considérer comme des amis et leur donner notre affection, en reconnaissant qu'ils sont les meilleurs qu'on puisse trouver et nous accorder avec eux pour dire qu'Homère est suprêmement poétique et qu'il est le premier des poètes tragiques. Il faudra cependant demeurer vigilant. Les hymnes aux dieux et les éloges des gens vertueux seront la seule poésie que nous admettrons dans notre cité. Voilà. Si au contraire tu y accueilles la muse séduisante, que ce soit dans la poésie lyrique ou épique, le plaisir et la peine régneront alors dans ta cité à la place de la loi et de ce que la communauté reconnaît toujours comme ce qu'il y a de mieux, la raison. Disons encore à la poésie, pour qu'elle ne nous accuse pas de rigidité et de grossièreté, qu'il est ancien, le conflit entre la philosophie et l'art de la poésie. Affirmons que... D'un côté, il y a les pulsions, la pulsion, et de l'autre, la raison. Et c'est là où ça se joue, où ça commence à... Affirmons que, pour notre part en tout cas, si la poésie imitative, qui a pour objet le plaisir, est en mesure de fournir un argument justifiant qu'elle trouve sa place
dans une cité soumise à de bonnes lois, nous l'y ramènerions avec enthousiasme. Car nous avons bien conscience d'être nous-mêmes sensibles à son charme. Voilà, bien sûr, on peut être sensible à son charme, mais France Culture, les il chemins est de la nécessaire philosophie, de le critiquer, Adèle Van Rett. de critiquer. Et nous terminons la lecture de la République de Platon ce matin en compagnie de la philosophe Anne Merker, livre 10, dans lequel on entend ce texte de Platon qui s'adresse à Glaucon et qui revient sur le problème avec les poètes et surtout avec Homère. Ai-je raison, Anne Merker, d'entendre dans ce texte une grande ambivalence de Platon à l'égard d'Homère? Il a un compte à régler, surtout il se sent en rivalité, on peut aller jusque-là? Ah oui, en rivalité, mais tous les grands auteurs de l'Antiquité. Moi, je dirais pas. Alors, je suis pas un connaisseur, hein, c'est juste de l'intuition. Tout mon travail, il est intuitif. Il est pas. Je suis pas. J'ai pas les qualités des universitaires, de ceux qui ont lu, par exemple, Anne Merker, qui connaît le Platon sur le bout des doigts, qui a complètement compris la chose. Simplement, je donne mon point de vue, et puis voilà, il faut le tenir pour ce qu'il est. C'est-à-dire un travail naïf et intuitif. Mais je dirais pas qu'il était en compétition, je pense qu'il est au-dessus. Platon, sa conscience, elle est beaucoup plus humaine, entre guillemets. Elle est plus haute dans l'évolution de l'humanité vers sa perfection. C'est la différence. Mais c'était en gros, Homère, il correspond un petit peu à ce que Freud appelle la période du totem de l'homme tout-puissant qui est là, et voilà, c'est cette quelque chose qui est un petit peu avant, quoi, hein. Et donc la philosophie, il amène la morale avec Socrate, et c'est complètement différent. En somme, les sophistes seraient peut-être du côté de Homère et de l'Iliade et de l'Odyssée, etc. Tous les grands auteurs de l'Antiquité ont une forme de rivalité vis-à-vis d'Homère. Vous la trouverez aussi chez Thucydide, voilà, une manière de dire, moi je vais faire vraiment de l'histoire et pas des mythes, mais quand même une relecture pas une rivalité, d'Homère. c'est une critique. Homère est la référence. C'est la référence. Ben oui, il a été fabriqué là aussi comme une sorte de figure tutélaire chez qui on va parfois chercher une autorité. Aristote fait tout le temps ça, d'aller chercher après ses développements philosophiques. Il fait une petite citation d'Homère pour se mettre sous le patronage. C'est celui dont on apprenait les poèmes dans l'enfance. Enfin, c'est considérable. Et il a été construit comme une figure qui aurait tout inventé. Voilà, il y aurait un peu tout dans Homère, la rhétorique, tous les arts. Voilà. Donc c'est vraiment une figure peut-être même un peu écrasante. Hein. C'est ça, ils sont jaloux au fond, les autres. Voilà, on peut... Non, mais c'est clair que c'est d'une puissance, les mythes, par exemple, c'est pas, mais ils amènent une nouveauté, c'est tout. Je pense qu'il y a de l'amour derrière dans Platon. C'est pas de la jalousie basique qui va faire que, oui, il y a des philosophes qui essayent de détruire l'image de Freud parce qu'ils veulent dire aimez-moi plus que lui, etc. Là, c'est peut-être basé sur des principes de jalousie, mais là, c'est pas le cas. Il amène une théorie, il amène il veut travailler pour une cité plus juste, plus belle, etc. Voilà, on pourrait dire qu'il y a une forme de jalousie. En tout cas, il y a assurément une joute. Hein. On est dans un cadre très agonistique et Platon fait une joute avec Homère. Alors là, très concrètement, dans le livre 10, alors je vais reprendre votre question et je vais arriver justement à cette joute très concrète. Votre question sur finalement qu'est-ce que Platon reproche concrètement à Homère. Exemple, la représentation de la mort. Homère représente la mort comme effrayante. Et il y a notamment cet épisode dans l'Odyssée au chant 11, de l'évocation des morts, où on voit des scènes extrêmement lugubres. On voit même Achille qui dit « Je préférerais être un esclave sur terre plutôt que d'être dans la déesse ». Enfin, il y a quelque chose vraiment de très négatif. C'est le passage aux enfers d'Ulysse avant qu'il retourne à Ithèque. Exactement. C'est ce qu'on appelle la nékuia en grec, l'évocation des morts, où
où Ulysse fait monter les âmes, et enfin il descend lui-même et il fait apparaître les âmes, et il les voit, il parle avec elles, etc. Et là, Donc il y a quelque chose de très très lugubre. Bien sûr, et complètement, alors que pour Platon et pour Socrate, d'ailleurs, la mort de Socrate, ça n'a plus rien à voir avec cette obscurité, c'est vraiment autre chose. Et alors donc, à mon sens, Platon, et ça je le dis depuis la première vidéo sur ce sujet, mais Platon a fait, à mon sens, l'expérience de l'extase. Et l'extase, c'est la base pour moi. Hein. Voilà, l'humanité va vers sa perfection, l'extase. On va vers l'extase en réalité. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état transcendantal. Et quand on fait l'expérience de cet état, moi je l'ai fait par accident. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, comme par exemple un moine zen va chercher à atteindre ça, ou un soufi, ou un sage soufi, ou voilà, ou un bouddhiste va chercher à atteindre cet état en comprimant son ego, en faisant des exercices, etc., à travers le yoga, tout un tas de choses. Bon, alors, hop, ah oui, alors je suis obligé d'arrêter là.